On peut tout à fait le dire. Maintenant, c'est un phénomène et un usage qui est plutôt bien documenté dans la doctrine. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on a des études qui essaient d'évaluer le potentiel de l'intelligence artificielle au service des objectifs de développement durable. On a une grosse étude en 2019 qui a été publiée dans la revue Nature qui essaye justement de voir comment l'IA peut être mise au service des 15 objectifs de développement durable de l'ONU. On a d'autres études qui se concentrent sur le réchauffement climatique avec un groupe de chercheurs, je ne me rappelle plus l'année, c'est peut-être 2020 ou 2021, qui a essayé de recenser tous les usages de l'IA dans tous les grands secteurs d'activité, énergie, agriculture, et peut-être qu'on aura des exemples un peu plus concrets par la suite de comment finalement l'IA pouvait venir essayer de décarboner ces secteurs-là. Moi, dans mon expérience, avant d'être chercheur, j'ai travaillé dans le secteur de l'énergie, donc j'ai quelques exemples en tête parce que toutes les activités du secteur de l'énergie peuvent être concernées par ce potentiel de l'IA en faveur de la transition énergétique, à la fois dans la production avec des usages de l'IA pour faire de la maintenance prédictive, pour mieux prédire la production des énergies renouvelables, dans la gestion des réseaux, pour optimiser la gestion du réseau et faciliter l'intégration des énergies renouvelables, ou même dans les services énergétiques aux personnes, avec des solutions pour analyser les consommations d'énergie et faire des recommandations d'économie d'énergie. Donc c'est quelque chose qui commence à être bien documenté dans le secteur de la recherche et pas mal d'initiatives industrielles aussi là-dessus. Donc évidemment, c'est un potentiel non négligeable, même si je mettrais un petit bémol quand même, c'est que aujourd'hui, dans l'état de l'art de la recherche, on n'est pas en capacité de mesurer le potentiel global de l'intelligence artificielle dans ses usages positifs, j'ai envie de dire. On n'a pas d'études globales, transsectorielles du potentiel global, évidemment, parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte. Il y a des questions de passage à l'échelle de la technologie. On a beaucoup de cas d'usage très prometteurs qui sont très bien documentés, mais finalement, l'impact global dépend de trop de facteurs différents pour savoir vraiment est-ce que le potentiel positif va compenser le potentiel, enfin les effets négatifs dont on discutera un peu plus tard dans cette interview. Donc voilà, beaucoup de cas d'usage très prometteurs, assez bien documentés sur leur potentiel individuel et encore des manques de recherche sur le potentiel global qui est un verrou scientifique assez important puisqu'il conditionne en fait toutes les réflexions derrière sur la régulation et les autres mesures pour limiter les impacts environnementaux par exemple. Je donne un exemple très concret. DeepMind, il y a quand même pas mal d'années, avait publié un article en disant qu'ils avaient développé un algorithme pour augmenter de 40 à 50% la consommation énergétique des data centers, mais ils reconnaissaient eux-mêmes qu'ils ne pouvaient le faire que dans un des data centers de Google parce que ça nécessitait un design des data centers spécifiques pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on a avancé par rapport à ça, mais c'est juste un exemple pour dire que la littérature vient beaucoup comme ça, de se dire, ok, on a un cas d'usage qui est vraiment très prometteur et ça va nous permettre de réaliser beaucoup d'économies, mais on a encore peu de données finalement sur le passage à l'échelle et les impacts sur toute la filière que ça peut avoir finalement sur l'adoption de la technologie. Voilà, même si tous les secteurs d'activité globalement essaient de se structurer avec des feuilles de route, etc., pour utiliser l'IA pour décarboner leur activité. Mais aujourd'hui, les cas d'usage arrivent plutôt effectivement par le bas. Nous devons éviter 138 millions de tonnes de CO2, d'émissions de tonnes de CO2, en 6 ans. En seulement 6 ans, c'est plus que les 33 dernières années accumulées. Le trait de côte français recule sur 55% du littoral français. On a eu, il y a 2 ans, 90 départements sur 100 qui ont été concernés par des grands incendies de forêt. Ce n'était jamais arrivé. Une sécheresse hivernale très très longue, également il y a 1 an et demi. 70% de la faune sauvage a disparu. Donc qu'il s'agisse d'atténuation face aux émissions ou d'adaptation au changement climatique, le défi est vertigineux. Alors nous ne sommes pas dans le solutionnisme technologique, l'intelligence artificielle n'est pas la baguette magique, mais elle est utile. Elle est utile pour accélérer, parce qu'il faut pouvoir faire plus vite et plus fort. Elle est utile, mais pas n'importe comment, on en parlera après. Alors quelques exemples de cas d'usage. Déjà, ces cas d'usage, ils viennent de quelque part, en fait. Il faut pouvoir les faire émerger. La France est dotée d'une feuille de route intelligence artificielle pour la transition écologique,
une communauté d'acteurs publics et privés a été créée qui mêle territoires, entreprises et chercheurs pour stimuler, accélérer le recours effectif à l'intelligence artificielle pour la transformation écologique des territoires. Alors des exemples, le meilleur pilotage d'un très important parc de bâtiments publics, à Noisy-le-Grand, 200 bâtiments publics. On améliore le pilotage énergétique de ces bâtiments grâce à l'intelligence artificielle. Une meilleure organisation des rénovations et des constructions. Où faut-il rénover? Comment? Où faut-il construire? Métropole de Bordeaux, l'intelligence artificielle sert à planifier cela. Comment élaborer des plans locaux d'urbanisme qui soient plus favorables à la transition écologique? Comment tester des scénarios d'urbanisation? Un projet porté à Saclay qui lui aussi utilise l'intelligence artificielle. Comment accélérer et être plus efficace sur la végétalisation des territoires? Métropole de Lyon, en jouant à la fois sur la plantabilité, le rafraîchissement et aussi l'enjeu de désimperméabilisation des sols. Là aussi, l'intelligence artificielle est extrêmement utile dans le potentiel qu'elle a d'exploitation des données. Améliorer le nettoyage, le ramassage des déchets. Métropole de Metz, utiliser toutes les données qui sont captées par les personnes qui font la propreté du territoire. Donc on le voit, en fait, les cas d'usage sont multiples. Il y en a également un grand nombre sur des sujets où est en jeu une forme de pluridisciplinarité. Donc par exemple, associer l'enjeu de la mobilité durable, avec l'enjeu de la pollution, de l'air ou du bruit. Donc là également, des projets, des cas d'usage sont accompagnés pour, par exemple, en Île-de-France, une association de la mobilité, des flux de mobilité avec la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire. Et puis, dans un territoire plus particulier d'Île-de-France, dans le Val-de-Marne, des tests qui mixent bruit, air et mobilité. Comment faire de meilleurs choix au niveau territorial en prenant en compte la pollution à la fois sonore et la pollution de l'air, le lien qu'elle a avec les flux de mobilité. Voilà. Donc l'intelligence artificielle associée à la mobilisation de la donnée permet une nouvelle façon de faire de l'aide à la décision, de faire de la prédiction, de faire de la classification, catégoriser les enjeux, de faire aussi de l'optimisation. C'est vraiment essentiel que l'action publique promeuve justement ces usages vertueux de l'intelligence artificielle et au-delà de ce que fait l'Ecolab sur l'accompagnement des jeunes pousses, sur la mise en visibilité, etc. Je pense que, à titre plus personnel, si je parle aussi de nos établissements publics d'enseignement et de recherche, je pense que c'est vraiment très important d'intégrer aussi dans la formation de nos ingénieurs des bases sur la transition sociale écologique, des bases théoriques aussi pour comprendre comment l'ingénieur il est acteur de cette transition et comment il peut justement développer des solutions en faveur d'intérêts publics finalement. Donc ça c'est quelque chose qu'on a commencé à faire à Télécom Paris parce qu'on a créé un cours de transition sociale et écologique depuis l'année dernière qui est un gros bloc qui prend toute l'année avec beaucoup de collègues de différentes spécialités qui sont impliqués là-dedans. Donc je pense que le levier de la formation est très important et là je parlais de l'enseignement supérieur et du milieu de l'ingénierie, mais en réalité c'est vrai pour toutes les disciplines et c'est vrai pour tous les niveaux dans la formation aussi. La sensibilisation elle doit commencer le plus tôt possible parce que on est plutôt aligné sur les causes et les solutions sur la thématique du réchauffement climatique, mais la réalité c'est qu'il faut diffuser tout ça et former tout ça et diffuser cette conscience écologique au plus grand nombre et notamment du coup aux acteurs technologiques du monde technologique de demain.
Au-delà du levier pédagogie, je dirais qu'il y a aussi le levier du financement, évidemment. La recherche elle a besoin d'argent, elle a besoin de fonds publics aussi pour justement mener de la recherche dans des buts d'intérêt général, puisque quand on court après de l'argent privé, parfois on est conditionné par des intérêts ou par justement avoir une recherche qui correspond à des objectifs de recherche qui ne sont pas forcément les intérêts publics, même si on commence à avoir un alignement, etc. Mais la réalité, c'est que le financement public de la recherche a un rôle très important encore aujourd'hui. Je pense que ça va encore se développer à l'avenir. Et en termes de financement de la recherche, on sait qu'en France, on n'est pas très élevé par rapport à certains concurrents comme les États-Unis, enfin, concurrents géopolitiques, j'entends, comme les États-Unis. Donc, le levier du financement est assez important. Ça passe par des appels à projets fléchés, ça passe par la prise en compte de critères environnementaux dans les appels à projets d'intelligence artificielle, par exemple, ce qui est une pratique qui commence à être développée dans les grandes conférences et les grands congrès internationaux de recherche sur l'intelligence artificielle, où il y a maintenant presque systématiquement une sous-question sur quelle est l'empreinte de la solution que vous proposez, ce qui est vraiment essentiel parce que dans le milieu de la recherche aujourd'hui, les recherches en intelligence artificielle qui sont le plus primées, c'est dans la plupart des cas la publication de gros modèles, en tout cas de modèles qui du coup ont un impact environnemental assez important. Donc voilà, flécher l'investissement là-dedans, et puis aussi avec des partenariats publics-privés, évidemment, c'est essentiel. Et enfin, il y a la question de le levier de la régulation, dans lequel évidemment l'action publique a un rôle à jouer et qui est plutôt très bien fait au niveau français, on le verra par la suite. Mais la régulation, c'est évidemment un sujet important, à la fois pour alléger dès que possible les contraintes réglementaires qui pèsent sur des cas d'usage qui ont une forte valeur ajoutée en termes d'intérêt social. Donc, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut qu'on mène la réflexion de façon collaborative. Ça vient nous de la recherche, mais ça vient aussi des pouvoirs publics, d'identifier tous les verrous réglementaires qui sont disproportionnés, injustifiés ou qui pourraient être allégés pour permettre un certain nombre de cas d'usage. Ça peut être des verrous liés à l'accès aux données, par exemple, par exemple la mise en place également de bacs à sable réglementaires. C'est un dispositif qu'on commence à connaître plutôt bien. On en a dans le secteur de l'énergie qui sont pilotés par la Commission de régulation de l'énergie. On en a en application du règlement général à la protection des données qui sont pilotés par la CNIL. Je pense que c'est un dispositif qui est vraiment très prometteur parce qu'il permet à des startups de se développer dans un environnement moins contraignant et avec un accompagnement aussi renforcé. Et finalement, si on publie les résultats et qu'on a une transparence sur les leçons qu'on a apprises, on fait bénéficier tout l'écosystème. Donc c'est un instrument qui aujourd'hui commence à être utilisé un petit peu à droite à gauche et je pense qu'il a vraiment un avenir devant lui très important. Donc je disais à la fois la régulation pour lever les contraintes et puis également pour flécher l'innovation en essayant de détourner la recherche et le développement de systèmes d'IA qui ne seraient pas durables. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais évidemment, on doit avoir une régulation graduée en fonction de l'intérêt social et du potentiel positif pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nous travaillons sous trois angles. Le premier, on l'a évoqué juste avant, comment l'intelligence artificielle peut aider et accélérer la transition écologique. Le deuxième, comment cette intelligence artificielle peut contribuer à moderniser les administrations qui portent ces politiques publiques. Et le troisième, on en parlera après, comment est-ce qu'on peut faire tout cela dans un cadre frugal. Le sujet qui est transverse à cela, quand on essaye d'avancer sur ces sujets-là, c'est la donnée. C'est-à-dire, rien n'est possible sans un accès effectif à la donnée et à la connaissance. Donc il y a une première brique très importante qui est un travail sur la découvrabilité, la trouvabilité et la qualité de cette donnée qui va ensuite être exploitée par l'intelligence artificielle. Nous avons rendu public la semaine dernière ecologie-datagouv.fr, c'est 30 000 bases de données avec des métadonnées qualifiées
pour justement accélérer cela. Et c'est un terreau à l'innovation que M. Le Goff évoquait qui est tout aussi important que le reste. Un autre exemple spécifique à la santé-environnement, parce que voilà, pour répondre à votre question, on a besoin vraiment de spécifier ça, sur des cas d'usage, c'est-à-dire chaque cas d'usage, qu'on soit sur des enjeux de biodiversité, d'énergie, d'économie circulaire, de santé-environnement, de production d'énergie renouvelable, de mobilité durable, à chaque fois il y a un écosystème complètement différent d'acteurs publics, privés, territoriaux, nationaux, voire internationaux, plutôt recherche, plutôt économie, plutôt administration. Donc si on prend l'exemple de la santé-environnement, comment décliner tout cela, comment l'appliquer à l'enjeu qui est une meilleure connaissance par les chercheurs et par les professionnels de santé de l'impact qu'a l'environnement sur la santé, donc de l'impact de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air, du bruit, des vagues de chaleur, des pesticides sur la santé. Donc dans ces cas-là, nous constituons justement une première brique qui est vraiment au départ structurée autour de la donnée. C'est-à-dire que la donnée devient un enjeu pour rassembler un écosystème. On donne effectivement accès à cette donnée de qualité avec, en l'occurrence, une forme de catalogue. Et ça devient un terreau pour faire travailler les acteurs et activer, stimuler l'utilisation effective de ces données pour avancer sur tous ces sujets. Donc là, en l'occurrence, il y a toute une série de projets très concrets de recherche professionnelle qui vont pouvoir déjà être imaginés, qu'on ne pouvait pas imaginer avant. C'est-à-dire que l'accès à la donnée donne aussi des idées de travaux portés soit par des chercheurs, soit par des entreprises, soit par des administrations. Par exemple, comment comprendre pourquoi les fréquentations aux urgences de tel territoire sont plutôt comme ci, comme ça, pourquoi on a tel niveau de concentration de maladies des enfants à tel endroit, faire des corrélations et influencer d'autant sur les politiques publiques. Donc déjà, ne pas oublier qu'il y a une forme de prérequis qui est extrêmement important, c'est tout le travail qui est fait sur la donnée. La donnée dans le domaine de la transition écologique, elle est souvent ouverte depuis assez longtemps, parce qu'il y a toute une série de règles internationales qui font qu'on n'a pas attendu la décennie 2010, et notamment cette loi très importante, la loi Le Maire pour une République numérique, ou la loi Walter qui l'avait précédée un an plus tôt. On n'a pas attendu ces lois-là dans le domaine de l'environnement pour faire de l'open data. Donc cette donnée, elle est massivement déjà ouverte depuis assez longtemps, mais il y a un gros travail à faire pour qu'elle soit trouvable et réellement exploitable, notamment pour l'ensemble de ces projets-là. Donc ça, c'est un premier paramètre important. Alors nous, comment agissons-nous là-dessus? Il y a également une dimension un peu politique de l'offre, politique de la demande. Politique de la demande, c'est un peu ce que j'évoquais. Donc dans le cadre de France 2030, il y a 40 millions d'euros de projets, c'est-à-dire de recours effectifs par des collectivités territoriales à de l'intelligence artificielle pour leur transformation écologique qui ont été mis en place, financés à hauteur de 20 millions d'euros par France 2030. Donc là, on vient stimuler la demande d'un recours à l'intelligence artificielle et d'emblée, on se fixe pour objectif qu'elle soit frugale, ce qu'on évoquera un petit peu plus tard. Et puis à côté, il y a tout ce travail donc, sur l'offre, donc un label porté par l'État, Green Tech Innovation. On vient identifier des entreprises dont on estime que leur solution data, IA, va avoir un réel impact écologique. Un partenariat avec Hub France IA, donc là il y a une cartographie qui est en cours de l'ensemble des solutions privées en matière d'intelligence artificielle, des solutions françaises, dont on pense qu'elles ont une utilité réelle pour la transition écologique. C'est un vrai défi parce qu'il y a à la fois un double phénomène de washing, ou de blanchiment en bon français, de greenwashing et de l'IA washing. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont présentées comme étant de l'intelligence artificielle qui ne le sont pas forcément, parce que des jeux de marché qui font que c'est comme ça, et puis il y a parfois des solutions qui sont présentées comme ayant un impact écologique alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a tout un travail qui est fait pour lutter contre cela, et donc mieux connaître pour après mieux favoriser, mieux connaître cette offre et faire derrière un travail pour que les acteurs français, que ce soit des entreprises, des territoires, des citoyens, des associations, aient un recours à ces solutions, à ces offres-là. Pour cela, nous avons publié la semaine dernière aussi au Salon des maires la nouvelle version d'un livre blanc qui est dédié exclusivement à cela. C'est-à-dire comment concrètement améliorer les relations entre ces mondes. Voilà. Parce que si on veut que tout ce qu'on discute s'incarne, à la fin, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui décident de collaborer.
celles et ceux qui portent ces solutions à l'intelligence artificielle, et puis celles et ceux qui en ont besoin pour leur transition écologique. Donc il y a tout un travail qui a été fait pour mettre sur la table les difficultés et pousser des bonnes pratiques de collaboration, qui sont aussi des collaborations commerciales, avec une particularité dans le domaine de la transition écologique, on arrive très souvent dans le champ de la commande publique. Donc là, on retrouve un enjeu assez important. Comment, dans le cadre de la commande publique et du droit européen de la commande publique, comment faire pour que les acheteurs publics soient plus facilement en confiance dans le fait d'aller travailler avec une entreprise qui sera peut-être un peu jeune, qui proposera une solution d'intelligence artificielle sur tel ou tel sujet. Et en miroir, comment faire en sorte que les responsables de ces entreprises aient confiance dans la prise de risque que constitue le fait d'aller prendre un petit peu de temps, peut-être un peu plus, pour aller travailler avec des acteurs publics. Donc ça, ce sont des enjeux qui ne sont pas forcément souvent mis en avant, je reviens aussi sur celui de la donnée, mais qui sont des prérequis extrêmement importants pour agir. Après, oui, en effet, je rejoins complètement M. Le Goff sur la dimension formation, acculturation. Il y a tout un travail à faire pour sortir du premier cercle des personnes qui connaissent, qui comprennent. Voilà, et surtout que depuis la sortie des outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, on a une grande partie de la population qui prend l'habitude de manipuler ces outils, malheureusement sans avoir conscience de son impact environnemental. Donc là, nous organisons assez classiquement on appelle ça des cafés IA, qui ont été préconisés aussi par le rapport qui a été remis au président de la République au début de l'année, et qui sont faits justement, non pas pour celles et ceux qui travaillent déjà dans l'intelligence artificielle, mais pour ceux qui ont envie de comprendre comment ça pourrait s'intégrer dans leur mission. Donc là, c'est dans un cadre public. Et puis, on en profite aussi pour pousser nos grands principes sur la meilleure façon de l'utiliser. Donc là, on retrouve un petit peu, tout est transverse, l'importance des cas d'usage. Donc, par exemple, un cas d'usage que j'ai pas encore évoqué, qui est celui de la maîtrise de l'artificialisation des sols. Un des plus beaux projets qui est dans le périmètre du pôle ministériel est porté par l'IGN, qui est une véritable pépite technologique française, et donc qui a conçu, grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage, un outil qui permet d'automatiser le lien entre un pixel sur le sol et la compréhension de ce qu'il est. Est-ce que tel ou tel volume de pixels, est-ce que c'est de la vigne, est-ce que c'est du toit, est-ce que c'est du parking, est-ce que c'est de la route, etc. Donc il y a un outil qui a été conçu par l'IGN et qui permet, une fois qu'on réceptionne ces pixels, donc ces images du territoire français, donc qui sont prises en grande partie grâce à des avions et à des lidars qui sont mis sur les avions. Hein. Tous les ans, il y a un tiers du territoire français comme ça qui est photographié. Donc l'automatisation de la compréhension de l'affectation du sol permet de créer un outil qui a un potentiel très important pour mieux maîtriser l'artificialisation des sols. Donc l'explication de cela face à des agents, des responsables qui n'ont pas forcément ça dans leur quotidien, c'est extrêmement puissant pour passer ce message sur l'intérêt de l'intelligence artificielle. Ça permet aussi de lutter contre la façon dont ce sujet-là est traité dans les médias, parfois aussi par des responsables politiques ou des influenceurs. Enfin, il y a tout un travail à faire pour objectiver cela et vraiment mettre le doigt sur là où c'est nécessaire. Donc ça passe par de la formation, comme ça a été évoqué, mais aussi par beaucoup de sessions d'acculturation où il faut se mettre à niveau et s'adapter aux besoins métiers en fait, des agents publics sur ce sujet-là. Donc voilà, donc ça c'est les différents leviers qu'on utilise pour stimuler tout cela, en plus de ceux classiques qui sont notre cœur de métier, de l'incubation de projets. Voilà. Mais je tenais à insister sur ces dimensions-là qui ne sont pas forcément mises en avant et qui sont extrêmement importantes aussi. Ouais. La question de l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est vraiment très important. Déjà, je vais commencer par quelque chose qui est peut-être un peu contre-intuitif pour des personnes qui sont pas forcément dans le domaine, mais la réalité, c'est qu'on sait mesurer
l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle. Ça fait quand même un certain moment qu'on sait le faire. Les premières études qui quantifient le besoin énergétique de l'entraînement des modèles, ils ont déjà plus de 5 ans et elles se multiplient depuis ces années-là. Donc on sait mesurer les besoins énergétiques pour l'entraînement d'un modèle. Pour donner quelques chiffres, l'entraînement d'un modèle transformer, qui est le type de modèle qui est derrière GPT-3 par exemple, enfin les différents modèles de langage qui sont derrière ChatGPT, GPT-3, en 2019, c'était 500 tonnes de CO2 juste pour l'entraînement. Juste pour l'entraînement, depuis, il y a d'autres études où on sait que la phase d'entraînement, c'est que 10% des besoins globaux en énergie pour le fonctionnement d'un système d'IA. Donc ça, on le sait. On connaît aussi l'empreinte en eau, qui diffèrent beaucoup en fonction des types de data centers, de leur localisation, des normes environnementales qui sont applicables à ces data centers, etc. Donc on n'a pas de connaissance globale de cette empreinte-là, mais on sait le faire de façon locale. Et aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est qu'on sait qu'une conversation avec ChatGPT, par exemple, consomme l'équivalent d'à peu près 1 litre d'eau. On est à peu près 40 millilitres par inférence. On considère qu'une conversation, c'est entre 20 et 60 requêtes, et donc il y a des estimations qui sont faites comme ça. Donc avec ces données-là, il y a des outils qui sont développés. Je pense par exemple à l'outil Code Carbone. Il y a des outils de transparence pour donner des ordres de grandeur à des utilisateurs, comme ce qui a été développé par Ecologits aussi. Donc des exemples comme ça d'outils qui sont développés pour mesurer ou pour rendre transparent l'impact de certains modèles. Il y a des travaux qui sont faits par Hugging Face également sur la réalisation d'un score carbone pour les modèles d'intelligence artificielle. Donc j'ai parlé des besoins énergétiques, j'ai parlé des besoins en eau. Il y a évidemment aussi les besoins en matériaux pour construire du coup les puces électroniques, pour construire les data centers, pour les serveurs, etc. Tout ce qu'il y a, tout le hardware qu'il y a derrière l'immatériel du système d'IA qu'on utilise au quotidien. Là, on a moins de données, on a quelques études, comme des études qui ont été faites par Kate Crawford aux États-Unis, avec un livre qui s'appelle l'Atlas, The Atlas of AI, qui est plutôt bien fait, ou Anatomy of AI, où elle a étudié toute la chaîne de valeur de Amazon Echo, qui est l'assistant vocal de Amazon, qui est une étude qui commence à dater un petit peu, mais qui justement essayait de retracer l'extraction des métaux rares, etc., qui sont nécessaires à la conception de ces systèmes-là. Donc la réalité, c'est qu'on a quand même une multiplication des études qui essayent de quantifier ça. Encore une fois, un des verrous, c'est qu'on n'a pas d'études globales, parce que c'est difficile à agréger. Il faudrait analyser l'impact de tout et pouvoir agréger le tout. Donc on n'a pas une vision globale de cette empreinte-là, mais on sait le faire au cas par cas. Donc le verrou, la principale problématique, c'est que personne n'est d'accord sur la façon dont on fait. C'est qu'on ne s'est jamais mis autour de la table pour se dire « Ok, qu'est-ce qu'on mesure? Comment on le mesure? Quel est le scope d'émissions sur lequel on mesure et sur lequel on va documenter et faire du reporting? La consommation en eau, est-ce qu'on prend une moyenne? Est-ce qu'on prend précisément dans quel data center ça a été entraîné, sur lequel ça fonctionne? Parfois, c'est même pas évident de savoir dans quel data center la requête est partie pour obtenir une réponse, etc. Donc le principal verrou, c'était qu'on ne s'était pas mis autour de la table pour se mettre d'accord. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est vraiment sur cette méthode, sur le consensus, sur cette méthode d'évaluation. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui en la matière, et on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu par la suite. Sur les acteurs, vous les évoquiez, il y a des acteurs publics, mais je laisserai M. Cotinet plus développer là-dessus. Plus globalement, sur les impacts environnementaux du numérique, il y a l'ARCEP et l'ADEME qui sont très actifs sur le sujet aussi, le ministère évidemment, et puis on voit petit à petit une diffusion de ces problématiques-là auprès d'autres acteurs publics et des acteurs internationaux également. Oui, alors sur cet enjeu, donc j'ai évoqué tout à l'heure ces cas d'usage. Une partie sont déployés dans un dispositif qu'on appelle les démonstrateurs territoriaux d'intelligence artificielle frugale, un dispositif porté avec le groupe Caisse des dépôts et consignations, la Banque Territoire, dans le cadre de France 2030. Et quand nous avons imaginé ce dispositif il y a 2 ans, d'emblée, dès le départ, nous nous sommes autocontraints pour que l'ensemble de ces projets émergent
à partir d'intelligence artificielle frugale. À l'époque, la définition était assez floue, mais on s'est fixé ces objectifs-là. Depuis, une communauté a émergé, plus de 900 membres de cette communauté, des acteurs publics et privés dans l'intelligence artificielle pour l'environnement. Et nous est venue l'idée, à la fin de l'année 2023, d'interpeller l'ensemble de l'écosystème français, leur donner un rendez-vous le 15 janvier, en collaboration avec Guillaume Avrin, qui est le coordinateur national de l'intelligence artificielle, pour les interpeller et leur proposer une ambition, donc doter la France d'une première étape de normalisation, d'un référentiel sur cette intelligence artificielle frugale. Ce qu'avait démontré les 2 premières années et l'ensemble de ces projets, c'est l'existence d'outils extrêmement intéressants. Au sein des équipes de recherche françaises, notamment le CNRS, il y a un groupe Eco-Info qui porte plusieurs outils. Il y a un outil qui s'appelle Green Algorithm, aussi, qui est extrêmement intéressant. Donc il y a, depuis le début, derrière cette ambition, l'idée aussi de stimuler les travaux de recherche pour accélérer tout ça. Donc plus d'une centaine d'acteurs publics et français sont venus au début de l'année et ont accepté. Au total, il y a 150 acteurs qui ont travaillé pendant 6 mois. Alors pour le coup, on a mis les personnes autour de la table pour définir un premier référentiel et se fixer des premiers objectifs. Alors définir ce qu'était l'intelligence artificielle frugale, voilà, et commencer à travailler sur des méthodes, des pratiques pour garantir effectivement l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Et dès le mois de juin, la France a publié donc son référentiel général pour l'intelligence artificielle frugale, une collaboration entre l'Ecolab du CGD, du ministère, et l'AFNOR. Voilà. Et ça a été une première mondiale, ce dont on n'avait pas forcément conscience dès le départ. Donc la France a été le premier pays au monde à faire cette publication officielle sur ce sujet très complexe du fait de tout ce qu'a rappelé Thomas Le Goff. Cette réussite nous a permis très rapidement de proposer à ce que l'échelle européenne s'en saisisse, donc le Comité européen de normalisation, son Joint Technical Committee 21. Voilà, et là, l'accueil a été très favorable. Alors il faut rappeler que aussi, en arrière-plan de tout cela, il y a eu la validation d'un règlement européen majeur, donc le High Act, qui comporte certaines dimensions environnementales, mais qui, disons-le, n'est pas très très ambitieux dans ce domaine-là. Donc un souci des acteurs de compenser cela. Donc depuis l'été, depuis le 10 juin précisément, tout un travail a été enclenché pour doter l'Europe d'une couche de normalisation sur ce sujet-là. Et comme cela se passait plutôt bien, assez tôt est venue l'idée, l'ambition de passer cela à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Ce qui s'est fait avec plusieurs organisations internationales, OCDE, l'Organisation internationale des télécoms, et surtout l'UNESCO. Là aussi, un accueil assez favorable, et donc au final, une ambition, produire une feuille de route, internationale, mondiale, de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. La France accueille en février 2025 le sommet mondial pour l'IA. L'intelligence artificielle durable va être un des livrables de ce sommet et constitue un jalon. Donc l'ensemble de ces groupes de travail ont ce sommet en ligne de mire et tout est fait pour être capable en février 2025 de proposer des outils très concrets qui auront répondu à une partie des questions que pose Thomas Le Goff, parce que pour le coup, on met les sujets sur la table et on essaye de combler ces vides, parce qu'effectivement, il y a des manques, aussi bien dans la littérature scientifique que dans les pratiques. Mais ces manques, en fait, sont parfois virtuels. Les gens ne se rendent pas forcément compte qu'à tel endroit dans le monde ou dans telle ou telle filière, en réalité, il y a déjà telle ou telle initiative. Donc, il y a tout un travail qui est fait pour rassembler ça et puis pour créer une nouvelle façon d'inciter. Alors, inciter à une meilleure maîtrise de l'impact environnemental de l'IA, ça signifie aussi parfois suggérer de ne pas recourir à l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis, quand il y a un recours à l'intelligence artificielle, de ne pas forcément recourir aux modèles qui sont les plus énergivores, émetteurs de CO2, consommateurs d'eau ou de métaux rares. Voilà, donc il
il y a toute une série de solutions d'intelligence artificielle qui ne sont pas forcément d'intelligence artificielle générative et qui restent extrêmement intéressants. Donc tout ce travail à faire sur le non-recours carrément ou sur le recours à des solutions d'intelligence artificielle adaptées, il y a besoin de bonnes pratiques, il y a besoin d'outils, d'identifier des façons de faire, des façons d'évaluer. Donc c'est tout cela qui est en cours. Ça emporte le sujet des data centers, donc l'ambition également de se saisir de cette opportunité qui est le sommet mondial pour l'intelligence artificielle de février 2025, donc sous le patronage du président de la République, pour accélérer des annonces d'investissement dans des data centers vertueux, ce qui implique d'être capable de définir ce qu'est un data center vertueux. Donc du coup, ça accélère les travaux en cours sur ce sujet-là. Voilà, donc, on est plutôt dans un bon momentum, même s'il y a une situation économique dans certains pays qui peut être compliquée. Il y a vraiment une accélération du sujet tirée par le sommet et puis par des stratégies économiques, industrielles, parce que voilà, on a beaucoup mis en scène l'opposition qu'il peut y avoir entre la régulation et la compétitivité. Voilà. Il n'empêche, de grands acteurs économiques industriels sont en train de reconnaître que cela peut être une opportunité, un avantage concurrentiel, que de faire partie des premiers acteurs économiques qui seront en capacité d'attester que leurs solutions d'intelligence artificielle sont vertueuses. Ceci dit, on part de très loin. Google, qui était il y a quelques années une des entreprises les plus intéressantes en termes de trajectoire net zéro, a un peu déraillé de sa trajectoire à cause de l'intelligence artificielle générative, donc plus 40% d'émissions de tonnes de CO2 entre 2019 et 2023, c'est beaucoup. Microsoft, les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes. Voilà, donc on n'est pas dans la naïveté, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer avec un alignement. Chacun joue son rôle. La recherche scientifique est fortement impliquée et accélère la production de connaissances pour mieux évaluer l'impact et faire des préconisations de solutions techniques qui contribueront à un impact plus faible. La communauté sciences humaines et sociales est également là, notamment les juristes, la Legal Tech, pour produire des référentiels innovants. Les industriels, petits et grands, sont aussi autour de la table, font des propositions, intègrent cela, soit en ligne avec leur stratégie RSE, soit en ligne aussi avec leur stratégie commerciale. Voilà. Et les pouvoirs publics, les administrations, bien évidemment, portent tout cela, l'accélèrent, le soutiennent. Voilà, donc le ministère de la Transition écologique a été chargé de coordonner pour la France tout cela pour le compte de l'ensemble du gouvernement. Et le fait que le sommet mondial pour l'IA ait lieu en France nous place en ce moment en coordinateur au niveau international. Enfin, on est très très exposé sur ces sujets-là. Donc voilà, oui, il y a cette complexité et tous ces défis à relever que rappelait Thomas Le Goff, mais on est plutôt dans un moment où ça accélère, où ça bouge. On n'est pas dans la naïveté, voilà, parce qu'il y a des enjeux économiques qui peuvent être complètement contraires, mais il n'empêche, il y a des avancées, une très forte accélération qui s'est produite cette année, avec des espoirs très forts pour qu'elle continue au moins jusqu'au sommet mondial pour l'IA, avec derrière un effet un peu étincelle. L'objectif étant que les livrables qui seront validés au niveau international par l'ensemble des parties prenantes, derrière se mettent en œuvre, se déploient. Donc nous concernant, l'objectif est de mettre en place une coalition donc internationale de l'IA durable, qui sera outillée pour donner une vie, faire prospérer l'ensemble des objectifs qui seront validés en matière d'intelligence artificielle pour l'environnement lors du sommet mondial pour l'IA. Oui, je voulais juste ajouter un petit mot sur le rôle de la régulation, parce que vous avez évoqué différents sujets qui ont un peu résonné en moi. Donc déjà, sur l'opposition entre la régulation et l'innovation, c'est un sujet et la compétitivité, j'entends. C'est un sujet qui est important. Je pense qu'il est important de rappeler que toute innovation n'est pas signe de progrès, d'accord ? Et donc un des rôles de la régulation aussi, c'est de s'assurer que l'innovation se fasse dans une trajectoire qui est souhaitable d'un point de vue social.
Ça se traduit, nous, dans notre recherche sur le rôle de la régulation en droit, en économie, etc., en analyse économique du droit aussi, par le fait que la régulation, c'est un outil pour corriger des imperfections de marché. D'accord ? Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste sur le marché de l'IA, c'est des externalités négatives qui commencent à prendre une place peut-être un peu trop importante, avec justement ces dérives sur les objectifs de neutralité carbone, etc. Et donc nous, notre rôle aussi dans la recherche, et précisément en droit et en économie, c'est de réfléchir à quels sont les leviers de régulation qui peuvent être mis en œuvre pour corriger cette trajectoire. Ça impose d'abord de se poser la question, est-ce que les acteurs et les acteurs au sens large, c'est-à-dire pas uniquement les fournisseurs d'IA, mais également aussi les acteurs publics qui vont essayer d'inciter certains comportements, est-ce que les acteurs et le marché de lui-même est capable de se corriger et d'adopter une trajectoire durable sans la contrainte? Et si la réponse est non, alors une réglementation plus contraignante est nécessaire. Donc vous avez évoqué le règlement européen sur l'IA qui était une occasion d'avoir des obligations contraignantes sur cette question-là. Une réglementation qui vise à impliquer des valeurs européennes dans le développement de la technologie via des mécanismes ex ante, c'est-à-dire des obligations de conformité dans le processus de conception. Donc c'est un parfait endroit pour prendre en compte des questions de durabilité. Et finalement, même si des dispositions relatives à l'environnement étaient apparues au cours du du processus législatif, ce qui en sort à la fin est finalement assez décevant parce qu'on a uniquement des obligations de documentation. Donc ça veut dire ce qui impose aux fournisseurs d'IA de documenter, donc de tracer un certain nombre d'éléments qui sont relatifs aux besoins en ressources informatiques et uniquement dans la phase d'entraînement. Donc finalement, on a tout un pan de l'impact environnemental qu'on a évoqué qui n'est pas du tout couvert sur la consommation en eau, sur la consommation en matériaux, etc. En plus de ça, ces obligations ne s'imposent qu'à certains systèmes d'IA, notamment les systèmes d'IA haut risque, qui sont les IA qui sont utilisés dans le secteur médical, en tant que composants de sécurité dans des infrastructures critiques, qui sont finalement pas les systèmes d'IA qui sont les plus gros, et c'est plutôt des systèmes d'IA qui sont relativement spécialisés, donc est-ce qu'on ne se trompe pas de cible avec ces systèmes-là? Et par contre, ça s'applique, et là c'est quand même positif, il faut souligner, aux grands modèles de langue, par exemple, via les dispositions qui sont relatives au système d'IA à usage général. Donc c'est des systèmes qui reposent sur un apprentissage sur d'importantes quantités de données qui sont applicables à tout un tas de finalités. Donc ça c'est quand même positif, même si le contenu de l'obligation de documentation est relativement décevant. Et ce qui manque également aussi, c'est on a cette obligation de documentation, mais on n'a aucune obligation de transparence. C'est-à-dire que l'utilisateur final n'a pas d'information, en tout cas il n'y a pas de contrainte du fournisseur ou du déployeur d'un système d'IA d'informer l'utilisateur sur ses impacts environnementaux, alors qu'en termes de régulation, c'est quelque chose qui serait très très intéressant parce qu'il permettrait potentiellement d'orienter la demande et de se reposer sur les choix des consommateurs qui, s'ils ont une information complète, pourraient réaliser des choix éclairés et peut-être prendre en compte dans leur choix aussi des critères environnementaux. Donc la question de la transparence est vraiment quelque chose de très important et le développement du coup de tous ces standards peut-être présage aussi demain des réglementations plus contraignantes si jamais il n'y a pas une adoption volontaire suffisante. Donc c'est vraiment un point très très important de la question de la régulation qui est en train de se passer aujourd'hui et il va falloir qu'on suive alors à la fois comment est-ce que ces travaux-là sont reflétés par exemple dans la production de normes techniques qui vont être publiées qui sont relatives à l'application du règlement européen sur l'IA parce que avoir toutes ces initiatives peut influer sur ce processus normatif également et si on a une forme de porosité, ce serait très, très vertueux. Ou alors, nous suivre finalement l'adoption volontaire de ces standards non contraignants qui sont établis au niveau français, européen et on l'espère mondial pour évaluer leur effectivité et ça va être un peu ça aussi le travail de la recherche dans les années qui viennent. Les citoyens sont une cible, au travers certaines associations aussi, ils participent à la co-construction. Dans le cadre des travaux que nous avons enclenchés, et là aussi en essayant d'utiliser le sommet mondial pour l'IA comme accélérateur, il y a tout un travail qui est fait sur un observatoire
de l'intelligence artificielle durable, frugale, enfin, sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle qui est en cours. On retrouve le sujet de la donnée, de la connaissance, une forme de mise en abîme, c'est-à-dire qu'on a aussi des outils qui permettent de plus et mieux partager la connaissance, la donnée, aussi en direction de citoyens. Donc c'est un des axes sur lequel les écosystèmes qui sont un peu les mêmes que ceux qui travaillent sur l'ensemble de ces outils non contraignants, sur ces normes, sur ces standards, sur lesquels on travaille, avec à chaque fois une configuration publique-privée, que je trouve extrêmement intéressante. Voilà, donc c'est vrai on fait un focus assez fort sur des logiques institutionnelles qui sont très puissantes, comme celle de l'adoption d'un règlement européen, et c'est tout à fait normal. Mais il y a des démarches descendantes et remontantes. Et là, en ce moment, il y a beaucoup d'initiatives. Et en fait, il y a une rétroaction entre les initiatives qui peuvent être prises par des citoyens, des entreprises, des chercheurs, et puis la façon dont c'est régulé. Donc, par exemple, la semaine prochaine, en lien avec une entreprise, Hugging Face, donc nous lançons les défis de l'intelligence artificielle frugale. On retrouve des acteurs privés, publics, de l'argent, privé, public aussi, pour stimuler tout cela. Et à chaque fois, les outils qui en sortent, l'initiative, vont aussi donner des idées à des façons de réguler, d'encadrer différentes. Voilà, tout ça s'auto-alimente avec effectivement les citoyennes, les citoyens qui sont en cœur. Voilà, il y a des enjeux, donc là on fait un focus sur la dimension environnementale, l'impact environnemental de l'IA. Il y a des enjeux éthiques extrêmement importants, donc qui eux pour le coup sont bien adressés par le règlement européen sur l'IA. Donc des enjeux d'explicabilité, des enjeux de biais, des risques d'intrusion, de surveillance, des freins dans l'accès à des services publics ou des services privés. Donc il y a toute une société civile aussi qui participe à la polémique, à la controverse. Voilà, s'agissant de l'impact environnemental, l'observatoire, les politiques publiques et leur communication, la façon dont les filières s'en saisissent, et puis donc cette dynamique qu'il y a autour de ces référentiels, de ces standards, de ces normes, qui, oui, certes, n'ont pas forcément le même niveau de contrainte que pourrait avoir une loi européenne, mais qui constituent quand même des avancées. Tout cela est propice à une information de l'ensemble de ces écosystèmes. Alors, à titre personnel, donc là je sors un peu de mes fonctions, enfin en tant que citoyen, puisque vous me posez la question, mais quid des citoyens, donc je suis aussi un citoyen. Voilà, je regrette que ces débats-là ne soient pas assez politisés, ne soient pas assez présents dans le débat public. Le Parlement, des grandes échéances publiques pourraient beaucoup plus parler de ces sujets-là. Ça contribuerait aussi à rendre accessible à l'ensemble des citoyens le sujet, à comprendre pourquoi des questions se posent. Les rares fois que cela débouche dans le débat public, c'est de façon négative, parce qu'il y a une crainte, un scandale, où on se rend compte qu'il y a tel ou tel biais dans, par exemple, telle ou telle façon d'accorder ou pas une allocation, de déclencher un contrôle sur des individus. Voilà, donc il y a la jambe négative, défensive qui est là, qui alerte, qui fait peur. La jambe offensive, positive n'est pas très présente. Et ça reste encore pour beaucoup des débats d'experts, comme peut-être nous sommes en train d'avoir, alors qu'il y a vraiment besoin de sortir ça, de le faire déboucher dans le débat public. Donc il y a un gros travail à faire d'acculturation, de vulgarisation. À ce titre-là, je trouve que les initiatives que nous prenons avec et par les agents publics y contribuent, parce que l'ensemble des agents publics sont aussi des citoyennes et des citoyens. Et je pense que le gros investissement qui est fait en ce moment pour outiller, acculturer, expliquer, enfin faire en sorte que l'ensemble des agents publics qui le souhaitent accèdent à une forme de connaissance, de compréhension des enjeux qui se posent au travers de l'intelligence artificielle et l'occasion, à bon escient, de l'intégrer dans leur pratique professionnelle. Bon, ça va contribuer mais ce n'est pas suffisant. Enfin, pour ma part, moi, je plaide pour qu'il y ait une politisation au bon sens du terme, sens premier du terme, beaucoup plus forte de ces sujets, et que soient mis sur la table des discussions, ce qui se joue quand on décide de recourir à telle ou telle solution,
par rapport à des libertés publiques, par rapport à un impact positif. On s'est dit tout à l'heure que c'était une des solutions potentielles, par exemple, pour relever les défis de l'urgence climatique, mais aussi par rapport à certains risques éthiques, sociaux, environnementaux. Voilà. Donc là, on parle beaucoup en ce moment de politique publique sous l'angle de la transformation publique, de faire des économies, parce qu'il y a des enjeux sur les finances publiques. Si l'intelligence artificielle, ce qui est déjà le cas, est utilisée comme une partie de la solution, là aussi, il faut être en capacité de le faire en connaissance de cause et en étant complètement transparent vis-à-vis des citoyennes, des citoyens qui vont bénéficier derrière de ces services publics qui seraient et qui sont parfois déjà mis en place à partir d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on est totalement transparent? Comment est-ce qu'on donne les clés de la connaissance et de la compréhension sur ces sujets-là? Je trouve que c'est un des gros défis qui est à relever. Et pour le coup, l'ensemble des initiatives qui créent des événements, donc il y a un côté un peu, ça peut paraître superficiel, d'organiser beaucoup d'événements, de conférences, etc. Mais au contraire, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça participe à tout ce travail-là. Et en l'occurrence, j'espère que le sommet mondial pour l'IA qui aura lieu en France sera aussi une belle occasion de diffuser beaucoup plus, d'acculturer et de partager la connaissance sur l'intérêt de l'intelligence artificielle dans toute une série de matières et les risques qui peuvent y être associés, la façon dont il faut l'encadrer pour pouvoir l'utiliser à bon escient et en connaissance de cause des enjeux environnementaux, éthiques et sociaux. Oui, juste pour dire un mot sur la relation entre la régulation, le citoyen et l'usage. Moi, je crois beaucoup dans le rôle de la société civile via son influence sur les choix technologiques et également sur l'impact que peut avoir l'usage d'une technologie et les choix qui sont réalisés par les usagers sur une technologie. Je vous donne juste un exemple. Il y a des entreprises qui m'ont dit qu'elles ont déployé des outils d'IA générative en interne pour augmenter la productivité, etc. Et qu'il y a il y a des collectifs de salariés qui se sont opposés à l'utilisation de cet outil-là en raison de considérations écologiques. Et donc finalement, moi je crois beaucoup que la régulation est un outil pour donner le pouvoir aux usagers. Donc j'ai évoqué l'idée de la transparence, c'est-à-dire que ces choix-là, c'est finalement prendre le pouvoir pour les usagers, ce n'est possible qu'à partir du moment où ils ont une information complète, où ils sont sensibilisés. Donc je rejoins parfaitement ce qui a été dit sur l'enjeu de la sensibilisation, etc. Parce qu'une fois que les personnes sont sensibilisées, la réalité, c'est qu'il y a des vrais impacts sur leur usage de la technologie et c'est plutôt bien documenté en termes sociologiques si on regarde et qu'on fait une analogie avec d'autres secteurs d'activité et d'activités polluantes par le passé. Donc je crois que ça doit être un vrai objectif à la fois de politique publique mais aussi dans toute potentielle initiative de régulation, de mettre les citoyens au centre et lui donner le pouvoir d'action. Ça passe aussi par lui donner la possibilité de tenir responsables les fournisseurs d'IA qui ne seraient pas vertueux. Donc ça passe par la mise en place d'obligations contraignantes et de mécanismes de plainte, comme c'est le cas dans l'AI Act par exemple, mais voilà, la partie environnementale est finalement assez décevante. Ou par exemple sur les obligations en termes de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui diffusent de l'information de façon transparente sur les impacts environnementaux d'une entreprise et qui demain, via en France le devoir de vigilance, demain le devoir de vigilance européen, permettront aussi à des collectifs, via des actions de groupe, de tenir pour responsables des personnes, des entités qui auraient pris soit des engagements beaucoup trop faibles, soit finalement ne mettent pas les mesures suffisantes au regard de leurs objectifs. Et donc finalement, je pense que cette dynamique et cette évolution de la régulation va beaucoup dans cette dynamique de donner plus de pouvoir aux usagers qui me semble vraiment essentielle. Je voulais juste ajouter que dans le cadre du sommet IA, il y a également des journées scientifiques qui sont organisées
par l'Institut Polytechnique de Paris qui se tiendront le 6 et 7 février, donc le jeudi et vendredi avant le sommet, sur la thématique de la place de l'IA dans la science et dans la société, dans lesquels il va y avoir beaucoup de panels différents sur les questions d'éthique, de biais, de maths, enfin bon, des sciences dures et des sciences sociales également. Et il y aura un workshop sur la thématique IA et environnement qui est co-organisé avec Juliette Fropier du ministère aussi, voilà, de l'Ecolab. Donc voilà, aussi pour faire entrer cette dimension dans le milieu aussi scientifique, puisque la réalité c'est que jusqu'à très récemment, par exemple, ils avaient des personnes pour organiser tous les autres workshops, mais il n'y a pas assez de chercheurs qui se concentrent sur ces aspects-là. Donc c'est aussi important de le diffuser à cette échelle-là. La semaine prochaine, il y a une grosse réunion de l'Agence internationale de l'énergie, aussi sur ce sujet. On a le lancement du défi de l'IA frugale. Nous préparons aussi, pendant le sommet mondial de l'IA, le 11 février, un événement, un side event qui sera exclusivement dédié à l'ensemble des livrables du sommet qui traitent d'environnement, à l'hôtel Rockler. Voilà, donc il y a une dynamique, voilà, c'est bien, ça fait des échéances, ça fait des objectifs, ça permet d'accélérer tous ensemble sur ces sujets.